On sera live. Et c'est tout bon. Salut. Hello tout le monde. Il y a déjà énormément de monde qui dit coucou dans le chat, donc ça fait plaisir. Hein. Je pense qu'on va être nombreux aujourd'hui. J'ai pas encore le chiffre. Ok, bah voilà, on est déjà 100 et en général ça monte pas mal dans les minutes qui suivent. Donc salut à tous ceux qui sont venus tôt et merci d'être là. Aujourd'hui, on est avec Julien qui est Head of Product Design chez Conto. Salut Julien, comment ça va? Ça va très bien, merci beaucoup. Trop cool de te recevoir. Ça fait quelques mois qu'on se disait qu'il faudrait faire quelque chose, qu'on y réfléchissait et nous y voilà. Donc trop plaisir de te recevoir. Merci, Et, ça va. euh, et puis on a Nicolas aussi. Salut Nicolas, qui est designer freelance. Comment tu vas? Salut Mathias, salut tout le monde, salut Julien. Merci pour l'invitation, ravi d'être là. Ben ouais, carrément. Et t'es un peu notre guest star aujourd'hui. On n'avait pas annoncé, comme disait Julien, t'étais pas sur l'affiche. On te mettra a posteriori. Mais voilà, c'est cool de pouvoir un peu. Vous allez voir en gros le rôle de Nicolas dans ce live, qui va permettre un petit peu de vous montrer exactement comment ça se déroule les recrutements chez Conto et quel est un peu voilà, votre process de ton côté Julien, la manière dont vous abordez les portfolios. Et puis l'ensemble du process qui vous donnera, je pense, une bonne vision de comment aller décrocher des rôles dans des entreprises design qui sont exigeantes, qui ont une forte culture design, qui savent recruter avec beaucoup d'expertise et d'exigence. Donc c'est très très cool de vous avoir. Et continuez à nous dire dans le chat, il y a beaucoup, donc je vois de UX UI, senior designer, product designer, bon voilà, très design aujourd'hui ce live. Hein. On n'a pas je pense qu'on n'aura pas beaucoup de développeurs et de et de product managers, peut-être des curieux cela dit, ou des C-level aussi qui recrutent pour leur équipe ou veulent un peu comprendre comment lead designer. Je vois Nassim, salut. Donc c'est très cool. On va attaquer, on va doucement se mettre dedans. Donc vous l'avez compris aujourd'hui, l'idée c'est de vous partager un petit peu comment réussir des entretiens exigeants, enfin des process même au global exigeants pour des top roles de senior designer. Pour ça, on va rentrer dans le vif du sujet, décortiquer le process de Conto, faire une petite démo de portfolio review avec vous deux. Donc, hâte de rentrer là-dedans. Juste avant, et pour vous dérouler un petit peu le programme de ce live, on est ensemble pour 1 heure. On va parler un petit peu designer et emploi, vous partager les insights de ce qu'on voit nous chez TPC, des profils un petit peu de recrutement classiques pour vous donner de la matière à réflexion. Je pense qu'il y en a beaucoup dans ce live qui réfléchissent à leur carrière, qui sont peut-être actifs en recherche en ce moment. Donc voilà, ça va vous donner un petit peu une petite map de ce qui se passe en ce moment sur le marché français. Je vous donnerai aussi quelques ressources et ensuite on rentrera dans le sujet de cartonner de ces entretiens. Et pendant tout le live, vous pouvez nous partager vos questions dans le chat, réagir, laisser les autres upvoter et vous-même voter les questions des autres pour qu'on puisse un petit peu organiser ce Q&A à la fin. Puis on n'hésitera pas aussi à prendre pendant le live les réactions. Côté état du marché, et après, je vous demanderai un peu vos avis aussi à vous deux, Julien, Nicolas, sur ce qui se passe de votre côté, ce que vous percevez dans vos contextes, parce que voilà, on a une vision un petit peu à cheval sur plusieurs centaines de startups, scale-up, PME tech, grands groupes éventuellement, dans une plus faible mesure, hein, honnêtement, mais de ce qui se passe avec les échanges avec les recruteurs et les talents. Mais il y a des situations qui peuvent varier, donc assez preneur aussi de vos retours. Nous, ce qu'on voit actuellement, c'est que le marché, il valorise des profils design avec une expertise sectorielle très spécifique. Donc, en gros, il y a 4 ans, on cherchait des généralistes brillants qui étaient capables d'aller sur n'importe quel secteur et d'apporter vraiment une vision out of the box, d'ailleurs, parfois pour enrichir un petit peu justement les chakras dans un secteur particulier. Aujourd'hui, les boîtes, elles prennent moins de risques. Ce qu'on voit quand même globalement, c'est qu'elles valorisent l'expertise de leur secteur. Donc, si vous avez fait de la santé, ça vous aidera énormément à rentrer dans une autre startup santé. Si vous avez fait de la fintech, voilà, comprendre un petit peu les enjeux techniques, la scène, on va dire, des acteurs, etc., aide beaucoup. La connaissance des personas aussi, du coup, le persona client, voilà. Qu'est-ce qu'ils attendent,
quels sont un peu leurs logiciels de réflexion. Si vous avez déjà ça, que vous l'amenez dans une nouvelle opportunité, ça joue beaucoup et ça vous aide. Les profils qui ont un focus business, avant, on ne demandait pas forcément aux designers de réfléchir à l'impact business de ce qu'ils shippaient. Maintenant, c'est complètement le cas. Et du coup, vous avez dans les process besoin de montrer un peu les chiffres de vos impacts. Donc, il faut les mesurer pendant chacun de vos projets et garder un peu une trace de tout ça. Ça vous aidera forcément, même si vous n'êtes pas en recherche actuellement, garder l'historique. Après, il y a cette notion vraiment d'agency, d'ownership à 360 degrés des projets. Les équipes sont de plus en plus petites et seniors, et donc en fait, on va vous confier un peu des projets de A à Z, et cette capacité à les emmener sans avoir besoin d'être challengé ou de passer la main à d'autres personnes, et voilà, vraiment d'emmener d'un projet de A à Z soi-même. Cette capacité-là à délivrer est vachement valorisée. Et puis, il y a le prototypage IA, l'itération rapide. Je pense notamment à l'exemple de la discovery un peu très dynamique où vous faites un call avec un client, bim, vous prototypez quasiment en instantané un prototype de la solution à son problème, et quasiment vous le faites tester le jour même ou assez rapidement pour voir effectivement si ça valide un peu un besoin. Ça, c'est hyper valorisé aussi. Et puis maintenant, on a tous les outils pour ça, donc n'hésitez pas à vous mettre à fond dedans. Je pense que beaucoup d'entre vous le font déjà, mais voilà, c'est un gros sujet du moment. Et puis du coup, en termes de rôle concrètement, c'est quoi les casquettes qui sont très demandées en ce moment? Nous, en tout cas, on vient nous voir pour des founding designers, donc startup très early stage, où carrément le rôle parfois c'est designer plus PM. Donc il faut vraiment tout porter, la discovery, aller trouver le product market fit, tester des fonctionnalités en MVP, valider des besoins, tout construire. Et puis après, il y a les rôles très senior IC, vraiment experts, un peu tout ce qu'on disait juste avant. On a même parfois des rôles des head of design qui redescendent finalement sur des rôles IC. C'est un sujet vachement prenant en ce moment. Et puis les rôles en baisse, c'est plus justement les rôles de management design. Il y en a encore, mais c'est en baisse, on va dire, par rapport en termes de ce qu'on voyait par rapport à il y a 3 ans. Et puis les rôles juniors, globalement, il y en a beaucoup moins. Je ne sais pas si vous avez ces mêmes ressentis, Julien, Nicolas. Je suis vraiment preneur. Toi, Julien, peut-être chez Conto, je sais que tu vas me contredire sur certains aspects, et j'attends ça. Est-ce qu'il y a d'autres quel est ton sentiment sur tout ça? Déjà, tu commences par dire que mon rôle va disparaître ou est en baisse, donc je suis pas sûr d'apprécier. Les, mais je suis plutôt aligné avec les différentes choses que tu as présentées. Il y a des sujets qui font vraiment écho, ce que tu appelles agency et ownership à 360 degrés. Donc, ce que je comprends comme étant la capacité d'un designer à driver et à piloter des projets, c'est quelque chose qu'on recherche énormément chez Conto. Donc, toutes ces compétences de facilitation, communication, inter-équipe, cross-équipe, super important pour nous. Et le point du moment, tu l'as dit, c'est prototypage IA, être capable d'aller extrêmement vite, d'avoir des itérations, des explorations très diverses. Et j'irais presque au-delà, c'est maintenant la capacité des designers à avoir un impact directement sur la production. Donc en ce moment, nous, chez Conto, on met en place des outils de vibe coding pour l'équipe pour qu'ils puissent aller améliorer des sujets de qualité sur la plateforme. Je peux vous donner des exemples hyper concrets, des typos qui sont un peu pétés à droite à gauche ou des margins qui sont un peu pétés. Faire en sorte que les product designers puissent aller corriger ça eux-mêmes, c'est hyper puissant. Donc, appétence pour ce genre d'outils et un intérêt pour ces outils, c'est extrêmement valorisé et on a vraiment envie de pousser beaucoup là-dessus. Et effectivement, tu disais profil très recherché. Et c'est là où je vais te contredire, où nous, ce qu'on aimerait bien mettre en place chez Conto, c'est comment on est capable d'onboarder davantage de designers qui sont un chouïa moins expérimentés pour les former et ensuite les transvaser dans nos différentes équipes. Donc, on pourra en discuter au fur et à mesure du live. Génial, et c'est top que des boîtes de la stature de Conto se positionnent là-dessus, justement. Voilà, il y a un vrai besoin en tout cas, et aujourd'hui, je pense que ça va trouver une résonance très forte. Dites-nous d'ailleurs dans le chat un peu vos réactions par rapport à ce que dit Julien et ce que vous voyez, vous, du marché. Est-ce que ça confirme aussi vos observations pour ceux qui sont actuellement en recherche?
Et je veux bien ton avis aussi, Nicolas, du coup, comment tu vois les choses, toi, depuis ton rôle de freelance? Puis mon rôle de freelance, c'est vrai que je vois beaucoup passer des postes de founding designer. Je vois ces éléments-là. Et après, dans les missions freelance en tant que telles, en ce moment, de façon très classique, je trouve qu'il y a pas mal de demandes sur les expertises IA, soit des designers qui ont déjà intégré de l'IA dans certaines features, ou des designers plutôt experts sur l'accélération des process, de la méthode grâce à l'IA. C'est ce que je vois le plus, moi, dans mon réseau à moi. Trop bien, trop bien. D'ailleurs, petite nouveauté là, j'ai préparé un petit peu des sortes de mini exemples de profils qui percent en ce moment dans leur recherche. Je me disais que ce serait intéressant de vous partager vraiment une vue plus concrète, même avec les salaires, à peu près les packages, etc. Donc, je vous donne un peu 3 exemples de profils en ce moment voilà, qui sont bankable, on va dire, sur le marché. Euh, c'est plutôt pour du CDI, du coup, hein, effectivement. Et si tu veux compléter sur la partie freelance, Nicolas, franchement, n'hésite pas. On a par exemple en ce moment des profils type voilà, senior product designer, ancien head of design, du coup, qui a travaillé par exemple en early chez Doctolib, qui ensuite a bâti des produits un peu core AI et lancé des features sur ce domaine-là, a eu une phase de management. Et aujourd'hui, en fait, se rend compte que y a un besoin de revenir dans le craft pour rester à la page. C'est vraiment des sujets que j'ai énormément avec les head of design de tous bords, que ce soit scale-up ou pas en ce moment. Et du coup, qui acceptent de réonboarder soit du scope IC à l'intérieur de leur rôle de management, soit carrément de reprendre un rôle senior designer. Et il y a beaucoup de startups, notamment dans l'IA. Alors, je prends l'exemple de la santé, mais ça peut être autre chose, qui sont prêtes du coup à redonner un petit peu de scope IC à des design managers. Voilà, et c'est des startups qui sont prêtes à lâcher un 90K plus de l'equity pour récupérer ce type de profil. Profils qui d'ailleurs parfois vont même downscale du coup en termes de salaire. Ça peut être des personnes qui étaient à 100, 120K sans problème et qui vont, aller, on va dire, prendre un petit risque pour repartir sur un début de scale, une startup en début de scale ou quelque chose comme ça. Après, on a des sujets un peu type PME Tech. On a des belles PME Tech qui vont être rentables, qui existent depuis 10, 15, 20 ans, qui peuvent faire 50, 100 personnes, voilà, qui ont une bonne trajectoire. On n'est pas dans le truc startup, KO, early stage, etc. En revanche, c'est des profils qui vont avoir besoin d'être très hands-on, qui vont arriver avec des équipes tech installées, qui ont des gros besoins. Souvent, la discovery est moins un sujet, moins une priorité parce que justement, le consommateur, on va dire, l'utilisateur est vachement connu, donc les founders poussent moins pour de la discovery. Et par contre, voilà, il faut arriver avec capacité à faire de la vélocité, être vraiment orienté impact. Track record startup, ils aiment bien en général dans ces PME tech là, justement parce que ça apporte de la dynamique, etc. Et on est sur des rôles plus à 55, 65K où il n'y a pas d'equity du coup. Et puis après, il y a les rôles un peu founding designer. Ça peut monter très haut, hein, les founding designers. Là, je prends un exemple un peu justement junior confirmé parce qu'il y en a du coup. Euh, mais en gros, si vous voulez retrouver un job de founding designer, ça peut être un peu plus bas, du coup, 3-4 ans, 50 XP, 50K de l'equity environ. Et là, par contre, on va attendre de vous que vous ayez quand même déjà montré que vous étiez capable de gérer un produit un peu tout seul, soit en gérant une refonte, soit en faisant une refonte totale de design system. En fait, montrer que vous êtes un peu au-dessus du lot dans votre tranche d'expérience, on va dire. Et du coup, vous pouvez voilà, prendre en main un peu le design dans une startup early qui a besoin à la fois du site, de la brand, du produit. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si ça vous aide et les prochaines fois, je ferai aussi des petits focus comme ça. Mais c'est un peu le genre de rôle qu'on voit en ce moment. Je suis assez preneur de vos retours là-dessus. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont en recherche et qui se reconnaissent un petit peu là-dedans, vous pouvez flasher ce code et peut-être Juliette vous mettra un lien aussi si vous ne pouvez pas flasher. Mais en gros, si vous voulez accéder à ce type d'offre, n'hésitez pas à vous inscrire. Et moi, avec vos critères, comme ça, je vous match sur ces rôles-là. Voilà. On est arrivé un petit peu au petit bout de on va dire la présentation intro. On est presque 200 dans le live. Je vois plein de réactions, c'est cool. On va passer un petit peu à le premier sujet que je voulais voir avec toi, Julien, qui est
concrètement aujourd'hui, toi, c'est quoi ta vision effectivement du marché appliquée à votre écosystème Conto et à tes recrutements? Déjà, c'est hyper rigolo de voir les commentaires arriver sur le côté. Ce que je disais à Juliette avant le live, j'ai peur de me concentrer trop sur les commentaires parce que je vois des prénoms et des noms que je reconnais, donc je trouve ça hyper intéressant comme dynamique. Nice. Pour répondre à ta question, Mathias, effectivement, j'ai l'impression que le marché, déjà, il est reparti, hein. On voit beaucoup d'offres popper à droite à gauche, donc c'est hyper positif. Je vois qu'effectivement, la majorité des offres du moment se concentre sur des profils seniors. Donc, ça veut dire qu'il y a une exigence qui est accrue de la part des entreprises. Donc, je pense que ça va être intéressant pour nous de discuter comment on arrive à se distinguer en tant que senior et comment on arrive à avoir de l'impact pendant les entretiens. Et moi, du coup, ma vision du moment, ce que j'expliquais un petit peu tout à l'heure, c'est que effectivement, il y a une exigence accrue pour les profils seniors. Donc, nous, Conto, on est vraiment en difficulté sur le recrutement de seniors. Du coup, j'ai un petit peu réorienté ma chasse, la recherche de candidats, pour faire en sorte de se concentrer davantage sur des profils plutôt intermédiaires et prendre le pari de les onboarder et de les former via les équipes. Parce que ce qui est intéressant aujourd'hui chez Conto, c'est qu'on a une équipe qui est assez confirmée, donc avec une majorité en fait de personnes qui sont au profil expérimenté / staff. Et donc du coup, pour donner des opportunités à tout le monde dans l'équipe de progresser, c'est bien d'introduire dans l'équipe par le haut et par le bas des profils un petit peu différents. Et par le bas, donc ça veut dire des profils un chouïa plus juniors. Et par le haut, si je dois recruter des seniors, je préfère aller recruter des principals, par exemple, que d'aller recruter des seniors tels que je le faisais auparavant. Ok, trop cool. Ouais, effectivement, c'est assez intéressant. Je sais pas ce qui, enfin, dans le chat, il y a pas mal de réactions là-dessus. Donc, notamment Aurélie qui demande combien vous êtes chez Conto. Effectivement, est-ce que tu crois que ça corrobore avec votre stade de maturité d'avoir cette approche-là? Aujourd'hui, alors il y a 25 product designers avec 5 managers. Et ensuite, je gère aussi également l'équipe design system. Mais je dirais que la répartition, j'aurais dû faire les calculs auparavant, mais je l'avais fait cette année. On a davantage de profils seniors / confirmés que de juniors. Mais je ne crois pas que ça représente l'état du marché. Donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est de dire, vu cette organisation et cette répartition et la diversité de nos profils, on est en mesure, ou on serait en mesure d'onboarder des profils plus juniors. C'est peut-être pas le cas de toutes les entreprises. Une startup qui vient juste de se lancer, probablement qu'elle n'a pas envie de parier sur un junior parce qu'il y a des prérequis et des contraintes de vélocité, d'autonomie qui sont différentes de notre côté. Nous, on est en mesure de pouvoir onboarder un ou deux juniors par-ci, par-là. Donc, je pense que ça dépend vraiment du contexte et de la maturité des équipes. Donc, pour une équipe large comme Conto, je pense que c'est une bonne stratégie et je pense qu'il y a d'autres types d'entreprises à droite à gauche qui peuvent le faire. Docto, par exemple, ils ont aussi une équipe assez diverse. Peut-être qu'ils ont une stratégie similaire. Encore faudrait-il en discuter avec eux. Oui, c'est clair. Non, mais je pense que tu as tout à fait raison. Et peut-être aujourd'hui qu'on manque aussi un peu en France de grosses structures justement matures sur le design, qui ont la capacité à faire grandir les juniors. C'est cool d'avoir Conto et d'avoir des Docto. Peut-être qu'il en faudrait plus. En tout cas, c'est hyper cool. On va aller plonger directement dans le vif du sujet, si tu veux bien, et que tu nous partages un peu justement comment tu mets ça en place chez Conto. Je vais te laisser un petit peu nous présenter tout ça. Ouais, alors du coup, pour montrer un petit peu comment on s'organise chez Conto en termes de processus, donc il y a 2 clés d'entrée pour entrer en processus chez nous. Soit vous êtes directement chassé par un Talent Acquisition Manager, donc quelqu'un qui va venir vous chercher sur LinkedIn et interagir avec vous, soit il y a des candidatures.
quand il y a une chasse et que la personne accepte de rentrer dans le process, ça va directement passer en entretien RH. Quand il y a des candidatures, on va faire un premier filtre sur le portfolio. Donc, je sais que vous avez déjà fait des lives sur comment organiser un portfolio et pourquoi c'est extrêmement important, mais c'est le moment où, en fait, il s'agit de vraiment d'avoir un impact positif sur son portfolio pour passer cette étape-là de pré-filtrage. Et grosso modo, comment ça se passe chez Conto? C'est assez simple. On a un fichier de candidature et les personnes qui travaillent dans l'équipe Talent Acquisition nous pingent et on fait des reviews de portfolio. Je sais que vous en avez aussi parlé précédemment. Comment faire en sorte de structurer son portfolio pour attirer l'attention hyper rapidement des recruteurs. Je pense que c'est clé. Donc, vous en avez parlé, rentrer par le visuel, montrer l'impact très rapidement, parce que les portfolios, ils sont vus et revus extrêmement vite. Mon côté, je prends 1 à 2 minutes maximum. Les gens de mon équipe sont un peu plus attentifs, ils prennent une dizaine de minutes par portfolio, mais at scale, ça marche pas. Donc, c'est pour ça que quand on candidate, il faut que le portfolio soit nickel, sinon, ça passera pas la première étape. Et on pourra rediscuter, si besoin, des points de contrôle sur le portfolio tout au long de la conversation. Est-ce que tu peux zoomer d'ailleurs un petit peu sur le chart pour qu'on voit bien? Ouais, c'est génial, Ouais. canon. Désolé. Donc, on en était ici. Donc, admettons, la personne a passé la première étape préliminaire qui est là, que j'aurais dû symboliser. Il y a un entretien RH, donc avec le Talent Acquisition Manager. Et là, l'enjeu, c'est vraiment pour le Talent Acquisition Manager de comprendre si la personne avec qui elle parle correspond à ce qu'on appelle le persona de l'entreprise, donc correspond à nos valeurs en termes de compétences, de comportements, etc. Et commence à essayer de comprendre un petit peu comment qualifier le profil, quel niveau d'expérience, quelle complexité de projet, etc. etc. Et est-ce que le ou la Talent Acquisition Manager, donc en l'occurrence dans notre équipe, elle s'appelle Déborah, peut-être qu'elle regarde, bonjour Déborah, son rôle, ça va être aussi de comprendre si la personne qu'elle nous envoie dans le process va être en mesure de réussir. Donc, c'est vraiment ça, la première étape, c'est faire un assessment de la personne et se dire, OK, on n'avance pas, et si on avance, je suis confiant ou confiante que la personne va réussir. N'hésite pas à me couper, hein, Mathias, si tu as des questions, je te vois plus, je t'ai mis sur un côté, je crois que je vois juste ta casquette. Non, c'est hyper cool. Vas-y, si jamais il y a des questions éventuellement, mais on pourra les prendre après aussi. N'hésitez pas à les upvoter d'ailleurs les questions, comme ça on aura plus de simplicité à les prendre. Ouais, alors du coup, admettons, la personne passe la première étape, on va rentrer dans ce qu'on appelle portfolio review, qui est une séance de discussion de 1 heure, qui se décompose de la façon suivante. 10-15 minutes, c'est faire connaissance avec la personne, comprendre un petit peu son background, ses expériences et ses aspirations. C'est hyper important pour nous de comprendre pourquoi la personne est en entretien avec nous, qu'est-ce qu'elle veut, pourquoi, comment elle souhaite se développer, comment elle est en train de se développer aussi. Donc ça, c'est une petite astuce pour les gens qui sont en train de regarder le live, de pouvoir montrer aux recruteurs que les personnes travaillent de façon autonome et individuelle à leur développement personnel et être pouvoir capable de donner des exemples par exemple, en ce moment, moi, ce que j'essaie d'améliorer, ça va être ABC et d'expliquer concrètement comment ils le font. Donc, très important pour nous d'essayer de comprendre quelle est la capacité d'apprentissage de la personne et à quel point la personne a de l'ambition pour elle-même. Donc ça, on pourra aussi en discuter au fur et à mesure des petits signaux qu'on recherche à droite à gauche chez les candidats. Donc, il y a une première partie de discussion et ensuite, il y a une partie portfolio review. Donc, les personnes présentent un case et c'est ce qu'on va essayer de simuler avec Nicolas dans quelques minutes, de voir comment ça peut se passer, quel type de questions, qu'est-ce qu'on regarde, etc., etc. Et ensuite, il y a la partie, on va dire, questions de la part du candidat ou de la candidate pour nous. Le but du jeu, c'est de faire en sorte que quand la personne sorte de cette étape-là, elle ait le maximum de réponses à ces questions et puisse se projeter sur la suite. Parce que la suite va demander un investissement. Et donc, il y a 2 branches.
Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passe dans d'autres entreprises, mais je pense que celui-ci est intéressant, c'est qu'on a 2 types de tests techniques en fonction des profils. Donc, des personnes où on a envie de tester les capacités de communication, de problem solving, de facilitation, on va les envoyer en whiteboarding exercise. Le whiteboarding exercise, c'est une problématique business et client qui est donnée en live. Donc, c'est-à-dire la personne se pointe à un call de 90 minutes, on lui donne une problématique et on réfléchit à comment on pourrait résoudre la problématique ensemble. Et il y a l'autre côté, le test technique, on va dire, à la maison, donc, ce qu'on appelle take-home exercise, ça va être une problématique design qui va être donnée. Donc, je ne sais pas, par exemple, ça pourrait être on a envie d'améliorer notre expérience de transfert pour telle ou telle raison. Tu as 3 heures, montre-nous un exemple, et ensuite il y a un débrief. Donc, c'est vraiment à la tête du candidat, pardon pour l'expression, en fonction de ce qu'on a envie de vérifier ou pas. Et ensuite, ça va très vite. Si la personne est en position de succès, on fera l'offre. Auparavant, ici, on avait ce qu'on appelait Functional Manager Interview. Donc, c'était avec moi. On l'a changé pour avoir un process de recrutement plus souple, mais aussi plus rapide pour permettre au candidat, après l'investissement de temps qui a été fait ici, de se projeter plus rapidement vers une offre. Et donc, ce qu'on fait, c'est que maintenant, moi, ici, j'interviens avec le manager en question. Donc, par exemple, dans notre équipe, on recrute aujourd'hui pour l'équipe Customer Lifecycle. Donc, c'est Cécile qui est le manager. Donc, c'est Cécile plus moi-même qui faisons cet entretien-là. Voilà. Donc, ça me permet, moi aussi, d'être aussi plus proche du terrain et de comprendre un petit peu comment la personne travaille avant de l'envoyer en test technique. Ce qui est intéressant aussi, je pense, ce que ne voient pas les candidats, c'est que entre chaque étape, ici, il y a des moments de débrief avec les équipes où on essaie vraiment de mettre au regard de la candidature et du profil les différents points de contrôle. Donc, en fait, on a des scorecards, comme ça qu'on appelle ça dans l'industrie, où on se dit, en fait, en entretien RH, on voulait observer ça, ça et ça. Est-ce que la personne là, oui, non, etc., etc. Donc, c'est un process qu'on essaye de dérisquer au maximum et d'enlever la partie de biais en ayant des outils comme des scorecards ou des grilles de compétences qui sont extrêmement bien développées pour qu'on soit en mesure de prendre la meilleure décision. Donc, voilà un petit peu le process de manière générale. Canon. Canon, et la raison pour laquelle on voulait vous montrer ça avec Julien et l'équipe, c'est en fait, lorsque vous êtes en process de recrutement, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque étape, comme tu le disais très bien Julien, vise à vérifier certains aspects. Donc en fait, il faut que vous ayez à l'avance une vision idéalement sur le process, les interlocuteurs et les enjeux de chaque étape, ce qui vous permet vous-même d'optimiser finalement chaque étape pour la conversion, mais sur les objectifs de l'étape. Ça sert à rien de se dire, waouh, je vais les impressionner avec mes soft skills si vous êtes à une étape où on teste des hard skills très spécifiques. Faut être stratégique sur vos recrutements. Et donc, voilà, le plus vous avez d'informations en amont sur les étapes et les objectifs et les interlocuteurs, le mieux vous pourrez vous préparer pour passer finalement à l'étape suivante. C'est vraiment un funnel. Il faut y aller étape par étape et pas penser à la suite nécessairement. Et puis optimiser son objectif. Je trouve ce que fait bien Conto et donc du coup l'équipe Talent Acquisition Manager, c'est qu'en fonction de chaque étape aussi, il y a des points qui vont être faits avec les candidats directement, où Déborah va les appeler en leur disant, bah voilà, tu as terminé ton portfolio exercise, voici les feedbacks qui t'ont été faits, et on essaie de voir d'une étape à l'autre comment la personne est capable d'incorporer le feedback pour s'améliorer. Et donc c'est ça qu'on va observer aussi, la capacité de la personne à réorienter un petit peu son approche pour montrer qu'en fait, elle est capable de travailler avec le feedback. C'est hyper important pour nous parce que c'est ce qui se passe en fait au quotidien sur les projets. On voit une personne, on discute avec la personne, on fait des feedbacks, on la revoit 2 jours après, on essaie de comprendre un petit peu comment elle a fait évoluer son travail. Donc ça nous donne des indices aussi sur la capacité des personnes à évoluer dans notre environnement.
Ouais, c'est canon et c'est super d'avoir cette transparence aussi et d'aider justement les candidats à s'améliorer même s'ils passent pas finalement les épreuves du feu. J'avais envie de zoomer avec toi sur le test technique et votre choix justement de le moduler. Ouais. C'est hyper intéressant et franchement, on le voit pas souvent. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment est-ce que tu arbitres? C'est-à-dire que l'idée, c'est vous avez identifié des faiblesses plutôt sur la dimension, problem solving ou en tout cas, si c'est pas faiblesse, des doutes sur la dimension relationnelle, donc vous envoyez vers le whiteboard ou alors si c'est, des doutes sur le craft, là vous envoyez enfin, comment est-ce que vous arbitrez finalement, Quoi, pour basculer? c'est grosso modo, c'est ça en fait. Après la discussion sur le portfolio review, on a ce point de conversation euh, avec le manager et Déborah, et on essaie de comprendre un petit peu quelle est l'analyse qui a été faite du candidat et en fonction ou de la candidate, et en fonction de cela, voir qu'est-ce qu'on a besoin de tester a posteriori. Il y a Parfois, Camille, pardon, ouais. vas-y. Ouais, vas-y, tu peux poser ta question. Et c'est Camille qui te demande justement, est-ce que tu peux nous parler un peu du profil qui a tendance à réaliser un whiteboard versus le profil qui part sur un test à la maison si on exemplarifie par exemple? Euh, un profil plus senior, par exemple, on l'enverra quasiment systématiquement en whiteboard exercise. Un profil junior où on a besoin encore de tester des fondamentaux sur le craft, donc l'expertise de conception, on l'enverra plus naturellement sur un skill test technique à la maison. Mais ça dépend vraiment des profils et on n'a pas de règles fixes. C'est vraiment en fonction du débrief. On essaie de prendre la meilleure décision sur l'instant T, de dire bah, OK, on doit vérifier cette compétence-là, cette compétence-là, et en fonction, on distribue. Et on a fait évoluer ce process de façon un petit peu organique. Au début, bah, les whiteboarding exercises étaient beaucoup trop compliqués pour des profils juniors. Donc on s'est dit, OK, c'est quoi notre théorie de qu'est-ce que devrait être un bon exercice pour un profil plus junior? Et a priori, ce serait plutôt un test technique qui se fait à la maison où il y a plus le temps et moins ce sentiment d'être je suis live avec une audience qui peut effectivement stresser les gens. J'ai vu une question à ce sujet-là, mais c'est aussi assumé parce qu'un profil senior, c'est aussi sa capacité à l'idée, faciliter une conversation, et ça représente le travail qu'ils auront de toute façon chez Conto. Donc oui, il y a une partie de stress, il y a une partie de stress pour le test technique aussi, le skill test design, mais c'est assumé parce qu'on a besoin de voir comment la personne réagit dans ce genre de situation-là. Donc une personne qui est senior, qui n'arrive pas à gérer une discussion de facilitation avec un PM, un designer, nous laisse dire que potentiellement, ce n'est pas forcément le type de persona qu'on recherche. Parce que pour nous, senior, c'est la capacité effectivement à driver les projets, comme tu disais tout à l'heure dans ta petite slide. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est comme ça qu'on le vérifie. OK, donc c'est à la fois, par rapport aux spécificités du candidat, mais aussi par rapport aux enjeux du scope, du rôle que vous allez un peu, choisir Ouais. quel case, et d'ailleurs on Vraiment, travaille avec, pardon, vas-y, vas-y. c'est vraiment cette dimension ici, le débrief avec Cécile et Déborah, qui nous permet de comprendre un petit peu comment on a envie de diriger la personne. Vachement cool. J'espère que des recruteurs et design managers vont voir ça. On a aussi identifié avec TPC le sujet effectivement de parfois en fait tu testes les candidats avec le mauvais test et c'est un gros biais d'aller vite vers la solution quel test on met et du coup tu vas éliminer des tu vas sélectionner les mauvais candidats parce que juste ton test n'est pas aligné avec les besoins du rôle. Ouais. Donc on est en train de builder avec Juliette un case builder. Bon, je suis en train de teaser, mais en gros, un outil AI qui va absorber tes enjeux et te créer des directions, enfin te donner des recommandations sur la création du case, le format, etc. Donc, on vous sortira ça bientôt, j'espère. Écoute, c'est trop cool. Est-ce qu'il y avait des éléments que tu voulais rajouter sur le process ou est-ce qu'il est temps d'avancer vers notre zoom sur le portfolio review? Non, je pense que pour moi, c'est assez clair, et après, on pourra éventuellement prendre les questions des personnes qui sont dans le live. Je vois que ça passe extrêmement vite, je ne m'attendais pas à ça. Donc Ouais. peut-être qu'on peut faire un peu l'exercice avec Nicolas. Tu nous avais dit qu'on a combien de temps à peu près? 15-20 minutes, peut-être 15 Ouais, minutes. on peut faire ça. Et
pour aider les personnes qui sont dans l'audience. Donc avec Nicolas, on s'est vu 15 minutes il y a environ une semaine. Je n'ai pas eu l'opportunité de regarder le travail de Nicolas pour pas être biaisé. Donc ce qu'on va essayer de répliquer, c'est le début d'une conversation sur une portfolio review. Donc là, en fait, pour moi, je fais un peu abstraction du reste. C'est comme si Nicolas était dans l'entretien et on va faire un roleplay, il va me présenter son travail, je vais poser des questions. Et ce que je vais essayer de faire, et je ne peux pas garantir, c'est d'expliquer pourquoi je pose la question. Ouais. En fonction de ce que je vois, ok? Canon. Et du coup, comme vous pouvez le voir, on a gardé les conditions réelles. Donc, Nico, je partage ton écran, c'est parti? Ouais, c'est parti. Allez, let's go. Je vous laisse. Hop. Ok. Donc oui, donc voilà mon rôle dans ce live, c'est me faire cuisiner par Julien. Donc j'ai très hâte. J'espère que ça vous aidera en tout cas. C'est très apprécié. Je vois que les gens dans les commentaires te souhaitent bonne chance. Merci la communauté. Donc je vais te présenter Julien, mais présenter aussi à tout le monde un case study, un projet sur lequel j'ai travaillé, dans lequel en fait on a multiplié l'impact d'une fonctionnalité par 8,8. Ce projet-là, il a eu lieu quand je travaillais, et je travaille toujours d'ailleurs en tant que freelance pour jeveuxaider.gouv.fr, qui est la plateforme publique du bénévolat en France. C'est une plateforme donc qui aide les citoyens à trouver des missions de bénévolat et inversement, ça aide les associations à trouver des bénévoles. Donc le contexte qu'il faut connaître pour bien comprendre tous les enjeux de ce projet, c'est que c'est un service public. Donc, il n'y a pas de notion de revenu sur la plateforme. Par contre, la plateforme, elle est quand même drivée par l'impact. Et le KPI principal qu'on mesure sur cette plateforme-là, c'est le nombre de candidatures que la plateforme génère. Donc, le nombre de fois où un bénévole va candidater à une mission de bénévolat. Donc ça, c'est le KPI principal. Il y a un garde-fou quand même, qui est le taux de validation d'une candidature. Pour proposer des candidatures de qualité aux associations et ne pas leur faire perdre de temps. Là, je vais faire, j'imagine quand j'ai la petite main comme sur Google Meet où je peux poser ma question. Et ce qui est intéressant là dans ce qu'on voit, c'est la façon dont Nicolas aborde la discussion en parlant de l'objectif business. J'avais un commentaire à faire plutôt sur le format. Quand tu montes comme ça une page très longue, moi j'ai tendance à aller lire tout ce qu'il y a à droite, à gauche, et je pense que c'est mieux de réussir à séquencer sous le format de slide, d'avoir un message par slide, sinon tu vas avoir ton audience, un peu des gens un peu comme moi qui vont aller lire tout ce qu'il y a à droite, à gauche. Et ma question, c'est, ok, tu entres par l'objectif business, moi j'ai envie de comprendre c'est quoi le problème client que tu essaies de résoudre. Ouais, ok. Le problème client que j'essaye de résoudre, c'est de faire en sorte que les associations trouvent les bons bénévoles et remplissent leurs missions. En fait, ils ont des missions de bénévolat à pourvoir, ils cherchent du monde, et donc ça, c'est le problème, la problématique user qu'on cherche à résoudre. Ok. En tout cas, via ce projet-là. Sinon, la mission de la plateforme, on l'oriente plutôt dans l'autre sens. C'est aider les citoyens à s'engager. Mais là, je vais parler d'une feature qui va être dédiée aux associations. Si je déroule, donc sur ce projet-là, j'ai travaillé avec une squad classique, une PM et 2 développeurs. Et je suis le seul designer sur l'ensemble de la plateforme. Donc quand on s'est posé les questions de comment on va multiplier l'impact de la plateforme et donc augmenter le nombre de candidatures, on avait identifié différentes fonctionnalités évidemment, et on avait identifié aussi une fonctionnalité existante qu'on considérait comme sous-utilisée. Sous-utilisée pourquoi? D'abord, avant, je vais vous parler de ce que c'est cette feature-là, sinon vous n'allez pas comprendre. C'est ce qu'on appelle la recherche inversée. La recherche inversée, pourquoi? Parce que le parcours principal sur la plateforme, c'est un bénévole qui vient rechercher une mission, puis ensuite candidater. Et la recherche inversée, c'est l'inverse, c'est une association qui va chercher des bénévoles et proposer sa mission à des bénévoles. Et donc, en grosso modo, il va solliciter un bénévole, envoyer un mail, et ensuite le bénévole pourra candidater. On avait identifié que cette fonctionnalité-là pouvait être optimisée parce qu'on avait un taux d'adoption assez faible, peu d'associations l'utilisaient. L'expérience nous semblait incomplète, mais ça, il fallait encore qu'on creuse. Et on avait quand même des signaux assez forts dans les tickets du support,
dans nos entretiens avec les associations, qui nous disaient on aimerait bien proposer nos missions à des bénévoles, on aimerait bien mettre en valeur nos missions, mais on ne sait pas comment. Donc on s'est dit ok, il y a forcément un truc à faire là-dessus. Ok. Donc, comme dans toute marketplace, finalement, parce que c'est une marketplace en fait, on a décomposé le problème en 3 parties. D'abord, c'est augmenter l'offre, donc c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait plus de bénévoles disponibles dans la fonctionnalité. Parce que sur la plateforme, on ne manque pas de bénévoles, il y en a plein. Par contre, ils peuvent choisir d'être visibles ou non dans cette fonctionnalité-là. C'est intéressant que ces bénévoles soient visibles aussi seulement si leur profil est suffisamment complet, si on a suffisamment d'informations sur eux pour que les associations puissent choisir quel bénévole contacter. Donc ça, c'était le premier sous-objectif, augmenter le nombre de bénévoles disponibles dans la feature. Deuxième sous-objectif, faire en sorte que plus d'associations utilisent la fonctionnalité pour envoyer plus de mails et, in fine, générer plus de candidatures. Et troisième point, améliorer le matching finalement entre les bénévoles et les missions, donc améliorer le taux de conversion finalement de la fonctionnalité. Est-ce que via ton portfolio, tu es en mesure de montrer situation où il y avait le problème que tu as essayé de résoudre et pour ensuite montrer l'évolution ou c'est pas encore, enfin c'est pas possible de le voir? Je vais y arriver. Ok. C'est dans la partie. Ouais, je vais montrer ça tout à l'heure. Du coup, pourquoi je pose cette question? Parce que comme tout recruteur, je suis très impatient de voir le tangible. Et la raison pour laquelle je pose la question, c'est que je pense que le métier de designer, c'est un métier de craft, donc on rentre par le craft, et je trouve toujours intéressant de faire une partie introduction comme tu as pu faire sur qu'est-ce qu'on essaie d'atteindre d'un point de vue business et client, mais le plus vite tu rentres par ce que tu essayais d'améliorer visuellement et de montrer des exemples à ton audience, le plus tu vas être en mesure de les emmener avec toi dans la suite de l'histoire. Yes, carrément. Et du coup, j'y arrive enfin, effectivement. J'y arrive enfin. Et donc, notre premier sous-objectif, donc, c'était d'augmenter le nombre de bénévoles visibles dans la fonctionnalité. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait évoluer le dashboard des bénévoles pour faire en sorte de les encourager à remplir leur profil tout simplement. Donc, c'est ce qu'on voit là avec du assez classique, la jauge de complétion, la to-do list pour inciter les bénévoles à remplir leur profil. Également, un funnel dédié à la complétion de son profil plutôt que d'aller dans différentes pages de préférences, profil, etc. Là, il y a ce petit bouton compléter mon profil, on entre dans un funnel où on se pose pas de questions et on remplit toutes les infos. On a mis en place plein d'autres mécaniques, mais qui sont un peu moins visuelles dans des emails, dans des emails de relance. En tout cas, le résultat de cette sous-partie-là, c'est qu'on est arrivé à 13% de nouveaux inscrits qui étaient visibles dans la feature à 55%. Donc, en 6 mois, on a doublé le nombre de bénévoles visibles dans la feature. Ça, c'était un premier point d'étape qui était important pour nous. Et le deuxième sujet, c'est d'augmenter le nombre d'associations qui utilisent la feature. Et donc, c'est là où on va rentrer un peu plus dans le détail et dans le visuel de ce à quoi ça ressemble. Pour faire en sorte que plus d'associations utilisent la feature, on a essayé de comprendre déjà pourquoi ils ne l'utilisaient pas aujourd'hui. Donc là, on a fait un peu de research, évidemment, des entretiens, observations Hotjar, survey, etc. On a identifié en fait 2 cas d'usage principaux qui étaient hyper importants. C'est certaines associations qui avaient un peu besoin de faire de la dentelle, c'est-à-dire qui cherchent des bénévoles avec des compétences spécifiques pour des missions spécifiques. Et là, le problème qu'elles avaient, quand on regarde ici l'ancienne version, c'est qu'elles n'avaient aucun moyen de savoir quel bénévole contacter. Pas suffisamment. Ouais, hop là. Ouais, avec le partage, on voit encore moins bien. Peu d'informations sur les bénévoles, l'ordre des bénévoles affichés n'était pas le bon, etc. Donc très difficile de choisir quel bénévole contacter. Deuxième cas d'usage, c'est l'envoi en masse, tout simplement. C'est pour des missions plus simples, juste besoin de contacter plein de bénévoles d'un coup. Et là, c'est pareil, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y avait aucun moyen de le faire si ce n'est cliquer sur proposer la mission une à une. Voilà. Donc ça, c'était un peu
les problèmes principaux identifiés. C'est un cas d'usage, ce que tu mentionnais il y a littéralement 10 secondes, la possibilité d'envoyer ou de proposer une mission à plein de bénévoles d'un seul coup. Donc c'est un cas d'usage qui est demandé et qui n'était pas, enfin qu'on ne pouvait pas, auquel on ne répondait pas avec l'ancienne version de la feature. Ok. Et donc à partir de ces éléments-là, j'ai redesigné du coup l'ensemble de la fonctionnalité. C'est ce qu'on voit là, l'ancienne version à gauche, la nouvelle version à droite. Dans les grandes mailles pour aller assez vite, en gros, le point principal, c'était quand même de revoir en fait finalement la pertinence des bénévoles affichés. Donc c'est plutôt les règles, l'algorithme en fait qui permet d'afficher les bons bénévoles. Et après c'est de l'UI pur et dur sur plutôt d'afficher les bénévoles en mode tableau pour pouvoir scanner rapidement, mettre en valeur en fait les informations importantes du genre la disponibilité, les activités favorites, etc. Ça c'est des infos qu'on avait eues pendant notre research. Et du coup, comment les associations font leur choix de bénévoles? C'est quoi les critères sur lesquels ils basent leurs recherches pour sélectionner différents types de bénévoles? Et la raison pour laquelle je pose la question, c'est que j'ai commencé à tiquer sur la feature bulk selection et proposer la mission à plein de clients. Mais j'ai envie de comprendre en fait comment le client, donc le bénévole, non, l'association, pardon, fait un choix. Parce que en fait, sinon, c'est du spam, quoi. C'est genre, j'arrive, poum, je sélectionne tous et j'envoie ma mission. Il y a deux choses. Pour les missions, on va dire, complexes, du genre, je cherche un trésorier, je cherche un designer pour faire un site web bénévolement, etc. Là, les associations vont chercher par compétences, vont d'abord se concentrer sur les compétences, mais il y a aussi, en fait, le point principal, c'est la disponibilité du bénévole. C'est est-ce que la disponibilité du bénévole correspond à mon besoin de mission de bénévolat. Et donc en fait, c'est là où il y a deux choses. Il y a les associations qui ont des besoins spécifiques, elles vont vraiment aller dans le détail des compétences, elles vont aller ensuite ouvrir plus d'informations sur le bénévole pour un peu creuser. Et il y a les autres qui n'ont pas ce besoin-là, qui vont se concentrer quasiment uniquement sur les disponibilités. Ok, donc finalement. Ok, il y a deux types d'expériences où en fait la vue à premier niveau sert le deuxième cas que tu as proposé et la vue en détail permet aussi de rentrer davantage en détail dans la lecture du profil. Dans le second cas d'usage où en fait en tant que association, j'ai besoin de cherry pick, c'est-à-dire de choisir vraiment mes bénévoles et que je rentre dans la vue détail, comment tu as réussi à adresser l'expérience de lecture de plusieurs profils et de les sélectionner, de les choisir tout au long de l'expérience? C'est une très bonne question parce que là, ce que vous voyez là, c'est donc ce qu'on a fini par mettre en prod, mais on a pas mal expérimenté là-dessus. En fait, finalement, en tout cas, le cas d'usage qui génère le plus d'impact pour nous, c'est forcément le mode bulk. Et donc, ce cas d'usage-là, finalement, on l'a pas forcément priorisé. Nous, j'avais imaginé au début plutôt une modale, un peu en mode Tinder finalement, quoi, avec le profil du bénévole en full, et c'est soit je propose la mission, soit je fais next. Et ça permettait d'enchaîner, en fait, à la fois de voir les détails du bénévole et quand même d'aller assez vite. Mais comme on a considéré que c'était notre cas d'usage secondaire, on l'a pas mis en place et là on a repris en fait une mécanique qu'on avait déjà sur la plateforme avec ce drawer qui existe partout sur la plateforme. Ok, donc ça veut dire que la majorité des cas, c'est les clients, désolé, les associations, les assos n'ont pas besoin de rentrer en détail et cherchent désolé pour l'expression, de la main-d'œuvre et envoient les tartines. Ouais, c'est ça. Ok. C'est le cas d'usage principal, en tout cas c'est le type de mission qu'on a le plus sur la plateforme.
C'est un peu déshumanisé, non? Pardon? C'est un peu déshumanisé, tu sais pas qui est la personne et en fait, tu sélectionnes les personnes avec qui tu veux interagir et tu leur envoies en masse. En fait, sur les ouais, ça peut en fait, ça va dépendre des associations. Il y en Ouais. a qui vont quand même regarder plus ou moins dans le détail et d'autres qui vont faire plus de la masse. Mais après pour, un peu, mitiger le risque, en fait, les bénévoles, ils peuvent être contactés que 2 fois par mois via cette feature-là. OK. On a limité et on limite aussi le nombre d'envois par mois par association pour éviter justement les abus. 2 fois par mois au total? 2 fois par mois par n'importe quelle association OK, et du coup, à ce moment-là, les bénévoles disparaissent pendant 1 mois de la feature. OK. Donc s'ils ont été sélectionnés, par, 2 personnes, dans les 29 jours précédents, hem, ils apparaissent plus dans la feature. C'est ça, Et pas et pendant, à côté de missions qui pouvaient être bah, potentiellement intéressantes. alors les bénévoles peuvent toujours chercher des missions par eux-mêmes, mais en tout cas, oui, on leur proposera pas. OK. Il nous reste combien de temps, Mathias? Je vois que ça passe super vite. Ouais, Ouais, faut aller doucement vers la conclusion, peut-être ouais, OK. 4-5 minutes, puis on prendra quelques questions pour finir. OK. Assez rapidement, donc là où j'en étais, c'est qu'on a revu la liste, on a amélioré les filtres et cetera pour justement répondre à nos 2 use cases qu'on a identifiés. Donc ça, c'est vraiment l'expérience en elle-même de la feature. Une fois que, l'expérience était meilleure et bah, fallait rendre la feature visible et accessible, ce qui était aussi un des problèmes. Là, je vais assez vite, comme ça on enchaîne, mais en gros, il y a des boucles de mail en fonction du cycle de vie de la mission. Il y a dans l'interface de l'association ce genre de highlight pour mettre en avant la fonctionnalité. Et là, en gros, grâce à tout ça, finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a augmenté le nombre d'emails envoyés par mois, enfin, on l'a multiplié par 3,3. Donc, on avait déjà une augmentation de la masse d'emails envoyés, alors qu'on capait le nombre d'emails par association, ce qui n'était pas le cas avant. Dernier point, c'est l'amélioration du taux de conversion. Donc, forcément, là, il y avait un premier driver qui était déjà sur lequel on était déjà intervenu, c'est que si on affiche des bénévoles pertinents pour la feature, bah forcément, le taux de conversion va mécaniquement s'améliorer. Mais il y avait aussi le mail en lui-même envoyé aux bénévoles. Et l'email précédent, en fait, il ressemblait à un mail automatique de la plateforme. On ne savait pas que c'était l'association en elle-même qui avait fait une action spécifique pour contacter le bénévole. Et donc là, c'était notre objectif, c'était de faire en sorte que les bénévoles comprennent bien que c'est l'association qui Ouais. les contacte. Là, bon, bref, on a eu pas mal de débats aussi, mais je passe un peu parce que Ouais, mais sinon c'est on va intéressant. largement dépasser le temps. Ça ça Ouais, ça ça fait écho un petit peu à ce que je disais précédemment, c'est pour que ce soit un peu plus humanisé, tu as d'autres ouais, touchpoints et l'email est potentiellement une clé de rentrée pour réussir à ramener du contact et en fait la demande qui va être reçue par le bénévolat, par le bénévole, mince, elle est vraiment personnalisée et humaine à la fin. C'était ça que j'essayais de comprendre un petit peu au fur et ouais. à Et mesure. ben, tu vas être déçu malheureusement parce que justement, on s'est posé la question de est-ce qu'on permet de personnaliser le message envoyé ou est-ce qu'on fait on va dire un faux message qui a l'air personnalisé mais qui ne l'est pas. En fait, on n'a eu aucune demande de la part des associations sur ce point-là. Ils ont pas Et de comme ils ont pas pardon? de cœur alors. Non, je déconne. Et encore une fois, comme le cas d'usage principal, c'est plutôt le bulk, bah, finalement, on a opté sur l'option la plus rapide, la plus simple à mettre en prod, qui était le message qui ressemble à un message personnalisé, mais qui ne l'est pas vraiment. Et donc là, on a amélioré en fait le taux de conversion de la feature, on l'a multiplié par 2,7 et j'arrive enfin à la fin. Donc si on rassemble un peu toutes ces 3 sous-étapes et ces sous-résultats, en fait, on arrive à un impact qui a été multiplié par 8,8 sur l'ensemble de la feature. Donc on génère 8 fois, plus de candidatures via cette feature-là, avec un autre, KPI, quali qu'on aime bien, c'est que le taux de validation d'une candidature venant de cette feature-là
il est de 11 points supérieur au taux de validation moyen de la plateforme. Donc, ça veut dire qu'on génère quand même des candidatures plutôt de qualité via cette feature-là. Et ça nous pousse un peu à continuer dans ces améliorations-là qu'on a déjà mis en place. Voilà, j'espère que c'était clair. Si tu as d'autres questions, feedback, n'hésite pas. Non, mais Excellent. c'est super clair, merci. Je pense qu'on va pas pouvoir rentrer en détail, mais si tu veux, a posteriori, je t'enverrai peut-être des feedbacks. Ce que je vais vous proposer, effectivement, pour conclure un petit peu avant de passer aux questions, c'est que déjà, dans l'audience, je vous propose de, en un mot, dire quel a été, selon vous, le point fort de la portfolio review de Nicolas et peut-être le point d'amélioration. Un mot chacun, n'hésitez pas à balancer dans le chat un petit peu ce que vous auriez fait. Je vais remettre le chat sur l'écran. Et pendant ce temps, Julien, je te propose quand même de donner un petit peu pour toi, on va dire, les points positifs et les points d'amélioration aussi. Et je vous dirai dans 2 minutes qu'est-ce que l'audience a pensé et qu'est-ce qui revient pas mal. C'est super drôle, les commentaires sur le côté, les gens sont en feu. Globalement, je pense que l'exercice de style, il est un peu compliqué à la fois pour Nicolas et pour moi-même, parce que c'est vraiment sur une courte période de temps. Moi, habituellement, j'aurais tendance à vouloir découper davantage la conversation pour rentrer en détail sur certains points. Ce qu'on n'a pas pu faire pendant cette conversation, mais c'est pas grave. Mais de manière générale, si on fait un peu un feedback sandwich, c'est-à-dire, je te commence par les trucs positifs. Je trouve que la présentation, elle était hyper structurée. Ça se voit que tu connais ton sujet. J'ai trouvé que les rationnels que tu étais en mesure d'apporter sur chacune de tes décisions, ils étaient plutôt bien développés. Ce qui a été difficile pour moi au début, mais je pense que c'est biaisé par le modèle d'interaction qu'on a, c'est de me rattacher au client final. Donc, tu as beaucoup parlé de métriques, d'usage que l'on voulait améliorer sur la plateforme. Moi, je vais me faire l'avocat du diable. Je préfère que tu commences par parler du client final et de qu'est-ce que tu améliores dans son expérience, plutôt que de me parler de la brique business. Évidemment, les deux vont ensemble, mais je pense que c'est toujours plus simple de rentrer par qu'est-ce que je cherche à changer pour le client final. C'est quoi le problème de fond, les frustrations, les problématiques. On était beaucoup rentré par l'angle business parce que on t'a sûrement dit que c'était hyper important de le faire. Je pense que la balance, ça pourrait être un peu plus équilibré. Donc, peut-être une visualisation hyper claire en début de portfolio, problème business, problème client, et ensuite comment toi, tu t'arrives à les adresser via ta solution. Aussi, via le format, je pense que dans une séance plus classique de portfolio review, comme je te disais, c'est plus facile d'avoir des slides parce que ça te permet de découper ton message et ça te permet de garder ton audience sur ce que tu présentes à l'instant T. Moi, j'avais tendance à les regarder à droite, à gauche. Ça m'est propre. Mais si tu veux garder ton audience captivée avec toi dans ton message, je pense que c'est intéressant de séquencer comme ça. Quoi d'autre? Et théoriquement, moi, ce que j'aurais bien aimé, c'est que on a discuté un petit peu du bulk tous les deux. Je pense que dans un cas plus classique d'entretien, je serais rentré en détail sur cette expérience-là et j'aurais essayé de voir comment tu aurais pu l'améliorer, quels étaient les points sur lesquels tu étais fier, les points sur lesquels tu étais moins fier, ce qu'on n'a pas pu faire pour le moment. Parce que le but du jeu, c'est aussi pour moi de t'amener très rapidement de problème client, problème business, objectif, solution. Et là, on parle de design. Parce qu'en fait, c'est aussi ça, un entretien de designer, c'est on parle de design. Pour se challenger et se dire, bon, en fait, ça, c'était moyen, on aurait pu l'améliorer, etc., etc. Voilà. Merci pour les feedbacks. J'ai une question justement pour toi. C'est là, moi, le truc frustrant que je trouve quand on fait ça, se dérouler de portfolio, c'est que j'ai envie de montrer en prod, en fait, à quoi ça ressemble, quoi. Comme ça, tu vois directement ça. Est-ce que vous le faites aussi pendant vos portfolio reviews chez Contour? En prod, la majorité des candidats le font pas. Mais par exemple, tu vois, j'ai eu un entretien dernièrement
où la personne elle est rentrée hyper rapidement, elle a fait énonciation du problème, ça a duré 30 secondes, c'était hyper clair, problème client, problème business, et m'a montré la solution finale, m'a fait une démonstration du flow, du produit. J'ai trouvé ça beaucoup plus impactant. Et là, on a pu parler de design, on a pu faire des allers-retours avec la situation actuelle et me montrer l'amélioration. Et il faut aussi se dire que pour les designers qui viennent en entretien, comprendre aussi l'audience. Moi, je passe ma journée à enchaîner les meetings. Mon objectif pendant ce call, c'est d'essayer de trouver et d'analyser ton profil hyper rapidement. Donc, je vais me rattacher à certains éléments et je vais te poser des questions en fonction de ça. Donc, le plus vite je suis amené sur ce que tu es capable de faire, c'est-à-dire le résultat final, le plus facile c'est pour moi. Pardon. Génial. Il y avait énormément de choses intéressantes dans vos retours et je pense, de choses à onboarder pour l'audience. Le fait de finalement scénariser un petit peu ta démo, quoi, en fait, c'est hyper intéressant, soit en passant sur un mode slide, soit en pensant à l'avance, effectivement, limitant, en ouvrant différents écrans de la slide au titre à la démo, ou en tout cas penser à l'avance à comment tu vas finalement dérouler. C'est du storytelling, d'une certaine manière. Je ne sais pas à quel point, toi, Julien, tu es sensible au storytelling. Est-ce qu'il faut peut-être pas aller trop loin non plus, mais visiblement, voilà, si tu as des points à dérouler avec une structure, c'est intéressant d'y penser à l'avance. C'est beaucoup plus facile pour l'audience à qui tu présentes le portfolio d'arriver avec un format moins linéaire où tu peux engager ton audience dans une histoire. Parce qu'il y a aussi un exercice de communication et de séduction, en fait, mine de rien. On est quand même dans un entretien. Donc, c'est hyper important de montrer comment la personne est capable de driver et de convaincre le recruteur. Donc, ouais, le storytelling est hyper important. Et le signal est fort aussi. Si tu as créé un peu une présentation custom, le recruteur ou le manager va voir qu'il a vu ton portfolio et que tu as créé un truc custom spécifiquement. Ça, quand même, mine de rien, en termes de signaux faibles sur la motivation, l'engagement, et capacité à personnaliser le message pour l'audience, comme tu dis, Julien, il faut avoir vraiment conscience que tu parles d'une personne qui a des objectifs. Comment est-ce que je l'aide à cocher ces objectifs-là? Ouais. On va avoir très peu de temps pour les questions. Je vais quand même en prendre une qui a été vachement bottée depuis le début. C'est le sujet en fait, de la seniorité. C'est quoi un designer senior? Et typiquement, Clémence, avec sa question, illustre bien le truc. C'est au-delà du nombre d'années d'expérience, parce qu'on a beaucoup de débats dans le chat, 5, 8 ans, qu'est-ce que c'est un senior? C'est quoi pour toi les compétences qui font que tu es senior chez Conto, par exemple? Désolé, je me marre parce que je suis en train de lire les questions. Et il y a une question. Voilà, Julien, vous étiez en sync avant ou full impro? On était en full impro. Donc, désolé, je me reconcentre sur la question de Clémence. Au-delà du nombre d'années d'expérience. Ouais, en fait, comment je peux tourner ça de façon élégante et extrêmement honnête? Je m'en fous du nombre d'années. On peut se dire les choses. Je me moque du nombre d'années. Je regarde, en fait, ma grille de compétences. En fait, un designer senior, dans ma scorecard et dans ma grille de compétences, il est censé cocher certaines cases. Si la personne a 10 années d'expérience, mais ne coche aucune des cases sur lesquelles je l'attends pour un profil senior, je vais l'analyser comme étant pas senior selon mes propres attentes. Et donc, il y a différents critères sur lesquels on peut discuter pour donner des billes un peu plus pratiques aux équipes. Donc, un senior, ça va être quelqu'un qui a la capacité de driver des projets qui vont être de moyenne à haute complexité. Donc, ça, c'est une première clé d'entrée, qui va être capable de le faire en autonomie, c'est-à-dire driver le projet seul ou avec peu de support, etc., etc. Qui est capable d'avoir de l'impact, qui va au-delà de sa feature. Oui, non. Et c'est comme ça qu'on définit et qu'on assesse les différents niveaux. C'est pas par la clé d'entrée du nombre d'années d'expérience. Bien que c'est important, hein, évidemment. Mais on regarde d'abord ce que la personne est capable de faire. On regarde les années d'expérience et on fait notre assessment final.
Merci, c'est effectivement un biais de regarder les expériences. C'est un raccourci, en fait, les années d'expérience, Ouais, mais la réalité, c'est que pour faire un bon recrutement, il faut aller bien au-delà de ça, et ce ouais. sera un peu le mot de la fin. Je vais quand même vous laisser, dire, il y a encore 170 personnes dans le live. Julien, Nicolas, où est-ce qu'on peut vous suivre? Peut-être continuer, il y a eu 1000 questions. Je suis désolé de ne pas pouvoir, toutes les traiter. Comment connecter avec vous? Vous pouvez, m'envoyer un message directement sur ma boîte pro. Donc c'est julien.elion@conto.com, assez facile, ou sur LinkedIn. Ravi de pouvoir essayer de répondre aux différentes questions qui ont été posées. Je vois que je me fais taper sur les doigts en me disant ouais, t'as pas coché toutes les cases, donc t'es pas pris. Donc ça, mais je serais ravi d'échanger avec les gens du chat si besoin. Donc LinkedIn ou email. Génial. Et toi, Nicolas, encore bravo d'ailleurs d'avoir passé le baptême du feu. Il y a eu beaucoup d'encouragements et de remerciements Merci. de- pour Merci, je vois que tout le monde est bienveillant, la force. c'est sympa. Pour moi, c'est LinkedIn. N'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn, m'ajouter si vous avez des questions, même sur le portfolio. J'ai vu qu'il y en avait dans le chat, donc n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que ça aura été utile. Ouais, dites-nous dans le chat si ça vous a été utile, si on a rempli la promesse. J'espère vraiment que voilà, vous avez récupéré des billes pour vous aider sur vos challenges perso de carrière, et que tout le monde trouvera chaussure à son pied avec ce live. C'était trop cool. Merci beaucoup. En tout cas, j'ai passé beaucoup de plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir avec vous. On a bien rigolé à le préparer et à le réaliser ensemble, ce live. Donc vraiment, merci Julien, merci Nicolas. Et à très vite. On se retrouve bientôt sur un nouveau live. Et bon appétit à tous. Merci à vous deux. Bye bye. Merci à tout le monde. Ciao, je vais couper le live.